Il ne se sépare jamais de son appareil photo et pour cause, c'est l'un des plus grands photographes du monde. Bonjour Reza. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous pour célébrer le 40e anniversaire de cette révolution iranienne. J'allais dire célébrer, ou en tous les cas, d'une certaine manière, votre mausolée à vous, ce sont des photos absolument exceptionnelles publiées chez Houellebecq qui racontent cette histoire qui a conduit à votre exil et qui vous a conduit à être le témoin de ces heures très souvent tragiques. Et aujourd'hui, 40 ans après, quel est votre sentiment ? Un sentiment de colère, quelque part, un sentiment de tristesse de ce qu'il est arrivé, de comment est arrivé, et surtout le fait de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, dans le monde, de l'arrivée de Daesh, Al-Qaïda et tout ça, finalement, à l'origine, c'est Khomeini. Ouais. À l'origine, c'est cet État islamique iranien qui était... C'est pour ça que maintenant, plus que jamais, c'est important que tous les gens ils voient qu'est-ce que ça veut dire un pays sous régime religion, quoi qu'il soit. À partir du moment où une religion est mêlée au gouvernement, c'est un désastre humanitaire total. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de montrer ça. Oui, quand je dis ce livre est presque un mausolée, je parle de ces morts, des dizaines de milliers d'exécutés, des dizaines de milliers de personnes emprisonnées, torturées, des dizaines d'opposants exécutés évidemment, et ça n'a jamais cessé. Aujourd'hui, il y a plus de 7 millions d'Iraniens qui sont en exil. Il y a eu des centaines de milliers d'hommes et des femmes et des jeunes qui étaient exécutés, une grande partie même sans passer devant un tribunal, ou même si c'était tribunal, c'était que des mascarades, enfin, de justice. Et plus d'1 million de morts pendant les guerres qui ont suivi, des millions de déplacés en Iran, et une corruption où il met l'Iran presque le pays numéro 1, une corruption qui est faite par les hommes religieux, pour les hommes qui normalement ils devaient être dans les mosquées juste pour parler des bonnes paroles de Dieu, mais maintenant ils sont devenus le plus grand businessman du monde. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable, que ce peuple, il vit en Iran aujourd'hui presque comme dans la plus grande prison au ciel ouvert du monde. Oui. Ces photos, on en voit défiler certaines, c'est absolument exceptionnel. Ce livre, est vraiment, à chaque image nous renvoie à une réalité, je le disais souvent, très tragique. Ça commence avec le Shah d'Iran, hein, et le faste qui était le sien avant son exil forcé, et cette volonté forte qu'il y avait dans le peuple de liberté. Certes, le Shah d'Iran a commis des erreurs, ces erreurs qui ont finalement fini par le faire tomber. D'une part, c'était une arrogance devant le peuple. D'autre part, c'était sa volonté de prendre en main toute l'économie pétrolière aux dépens de compagnies pétrolières du monde. Donc c'était ces deux grandes, je dirais, lignes de l'erreur du Shah d'Iran qui a fini par la révolution est tombée. Mais ce qui était incroyable, c'est que Khomeini, cet homme qui était présenté dans tout le monde, dans toute la presse mondiale. En France notamment, quand il arrive à Nolf-le-Château, c'est le 6 octobre 1978, il est présenté par une grande partie de l'élite française comme l'homme qui va sauver le peuple iranien du Shah d'Iran, supposé à la solde des Américains et terrible pour eux, et qui est celui qui va finalement venger le petit peuple pauvre. C'était exactement ça que nous vivions à l'époque en Iran. Et le fait que la France et toute la presse française, ils ont tellement soutenu Khomeini, ça a eu des percussions extraordinaires aussi, importantes en Iran. Parce que pour les Iraniens, disant, regardez, les Français, parce qu'on croit beaucoup à cette culture, la France ou les Français, c'est considéré avec un très très grand respect dans beaucoup de pays du monde. Et donc pour nous, en Iran, le fait que les Français ou la France, ils soutenaient Khomeini, c'était une gage en disant que ce qu'il dit ici, en disant que les femmes ils vont être libres de porter ce qu'ils veulent, qu'il va y avoir démocratie, que tout le monde pourra penser comme il veut, que tous les partis politiques ils vont être libres, que le pétrole il va être distribué
au peuple gratuitement que le transport, l'électricité, l'eau va être gratuit. C'est tout ce qu'il disait, Oui. que les femmes... Et tout ça, c'était que des mensonges. Oui, alors lorsque vous le rencontrez, vous le voyez, il dit au fond, quand on lui demande, après 15 années d'exil, ce que ça lui fait de rentrer en Iran, il dit rien, et ça ne lui fait rien. Ouais. Et déjà, on voit un regard extrêmement dur sur ces photos. L'homme, finalement, pour moi, pour la connaître, il fallait avoir un eye contact. C'est comme ça que j'arrive dans mon travail photographique depuis des années aussi, de connaître la personnalité. Et ce moment où je me suis trouvé devant lui, parce que je le cherchais de voir cet homme, qu'après 15 ans d'exil, est rentré en Iran dans la télévision France 2, Antenne 2 à l'époque, il avait dit « j'ai aucune émotion ». Rien d'émotion pour arriver en Iran. Eh bien, regardez dans ses yeux, pour moi, c'était évident que la main de fer, il est sorti de gants et que ce n'est pas du tout ce qui se présentait et on va vivre des décennies noires. Ce qui est arrivé malheureusement, pas seulement en Iran, mais dans tout le Moyen-Orient. Vous voyez, l'arrivée de Hezbollah au Liban, tout ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, chez les Palestiniens, tout ça, les endroits où le régime iranien il a commencé à répandre son influence, il vit la même chose. Il vit une guerre, une destruction et tout ça parce que ça fait 40 ans qu'en Iran, on a le Daesh. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que le peuple iranien, il vit sous un gouvernement qui est pire que on a vu récemment de Daesh ou État islamique. Vous vous rendez compte que les femmes, les filles qui étaient arrêtées dans les manifestations et ils l'ont exécutées sans devant tribunal, mais selon leurs lois islamiques, c'est ce qu'ils disent, selon leurs lois, on ne peut pas exécuter une fille vierge, il fallait les violer la veille de son exécution. Ils ont fait ça dans la prison iranienne. Ces gardiens de la révolution, ces hommes pieux de religion, ils ont violé des femmes, des filles avant leur exécution pour des lois de charia en disant que notre charia, il interdit d'exécuter des vierges. C'est ça que le peuple iranien il vit. Et c'est ça qu'il promet au monde entier, ce qui pourra arriver, qu'au Moyen-Orient on vit ou que ça peut arriver aux autres pays, s'il n'ouvre pas les yeux exactement de ce qui se passe. Oui, il y a cette guerre entre l'Iran et l'Irak, il y a les mollahs au pouvoir, il y a la terreur, il y a ces femmes exécutées et tant d'autres. Et vous êtes le témoin de tout cela, vous, Reza, avec votre appareil photo. Tout ce que vous avez dit, de se trouver devant ces moments, ça reste des traces à jamais dans votre cœur, dans votre âme, à jamais, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. Mais de notre côté, ça vous donne une responsabilité humaine incroyable où vous devenez le porte-parole de tous ces hommes et femmes qui subissent une injustice. Donc, à partir du moment où vous sentez cette responsabilité sur vos épaules, vous n'êtes plus un homme seul et devant les problèmes de ce monde. Donc, vous dépassez, vous êtes détaché du monde. Vous avez une responsabilité de porter la voix de toutes ces femmes et ces hommes au monde entier. Et c'est comme ça qu'on arrive à continuer ce témoignage parce que, finalement, il faut que le monde avance, parce que je crois à l'avenir de l'homme. Je sais que chaque personne a la capacité de changer le monde. Et bien, ce témoignage, c'est le moteur et l'énergie qui me poussent de continuer. Oui. Mais pour dire aussi, et à travers ces photos et à travers ce livre exceptionnel, il ne faut rien oublier. Au fond, aujourd'hui, il faut s'inspirer de ces photos, de ces témoignages, pour comprendre le monde maintenant et les menaces qui peuvent surgir. C'est exactement pour cette raison que ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe, en Moyen-Orient, je crois que c'est important pour lire l'histoire, pour connaître l'histoire, parce que les peuples qui ne connaîtront pas leurs histoires, ils vont payer doublement ce qui va les arriver. Et c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire
mélanger la religion et le gouvernement. Et quelle est l'importance de laïcité? Quelle est l'importance de cette séparation de l'État et la religion? D'ailleurs, quand je vois que des fois, le gouvernement ici en France, quelque part, il essaye de se rapprocher de la République islamique, ils croient qu'ils peuvent jouer intermédiaire, ils ont complètement tort. Ils ont absolument tort de serrer la main de ces mollahs parce que une des premières choses que les mollahs ils apprennent dans leurs écoles, c'est le mot ruse. Vous voyez ce que je veux dire? De faire des ruses, de mentir, tout est permis, plus que Machiavel, d'atteindre l'objectif. Vous pouvez mentir pour arriver à ce que vous voulez. Donc, je mets en garde tous ces présidents et gouvernements, surtout ici en France, qui croient qu'ils peuvent faire de bien en serrant la main de ce mot-là, que le jour où ils voudront mordre vos mains, ils le feront volontiers. Oui. Vous ne croyez pas à la possibilité en Iran aujourd'hui d'une ouverture? Absolument pas. L'Iran aujourd'hui, il appelle ça une république islamique, en réalité, ça n'est pas une république, c'est un khalifa. Khalifa, ça veut dire que vous avez un calife et qui règne sur tout le monde. On a une guide suprême qu'ils appellent guide suprême et que c'est lui qui décide de tout. Donc ce n'est pas une république. Une république, vous avez un président, vous avez un parlement qui décide. Alors en Iran, ce n'est pas du tout ça. La décision, ça prend à partir d'un seul homme et qui a la main sur tout. Donc impossible d'ouverture, impossible de penser que tout ce que ces hommes ils ont appris dans leur école de religieux, le mode de gouvernement, ou dire que moi, je suis le seul qui a raison et tout le monde a tort. Tout le monde, quand vous dites, même parce que c'est de secte, ou, pardon, c'est pas une secte, parce que c'est de religion chiite, ils ne croient même pas aux sunnites. Donc, en Iran, ils ne permettent même pas avoir des mosquées pour les autres musulmans. Donc comment vous voulez penser à une ouverture vers le monde, vers les autres qui ne sont même pas musulmans? Donc il ne faut surtout pas croire qu'on peut négocier ou on peut gagner quelque chose par les mots-là. Oui, un mot. Vous vivez aujourd'hui en France, vous êtes exilé, Reza. Ce qui se passe, et vous l'avez dit, en France aujourd'hui, autour des débats sur le voile, dans les sorties scolaires, par exemple, parce que c'est le débat en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Regardez ce qui s'est passé en Iran. En Iran, du Shah, les premières voiles, les premières femmes qui ont porté tchador, c'était pas grave, c'est normal. Ensuite, c'était les mêmes femmes qui étaient obligées, qui obligeaient toutes les autres femmes de porter voile. Vous voyez, à partir du moment où la religion il rentre dans la vie publique, c'est le désastre. C'est ça que je mets tout le monde en garde. C'est qu'il faut complètement séparer l'État et tout ce qui est l'étatique de gouvernement, tout ce qui est de gouvernement, de religion. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Merci beaucoup, Reza. Iran, rêve et dérive, publié donc avec Manouche Erdegati, votre frère, 1978-1985, publié chez Houellebecq. C'est un livre absolument exceptionnel, donc pour célébrer le 40e anniversaire. Et de beaux textes écrits par Rachel qui expliquent l'ensemble de ça et qui nous donnent à réfléchir aussi doublement, écrit par Rachel, qui n'a pas vécu la Révolution, mais qui le vit à travers les photographies et aussi sa culture. Merci beaucoup, Reza, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.